Nous avons l'habitude de lever les yeux vers les étoiles pour chercher les traces de nos créateurs, scrutant le vide sidéral dans l'espoir d'y déceler un signal ou une lueur qui confirmerait que nous ne sommes pas seuls dans l'immensité du cosmos. Mais cette quête vers l'infini est peut-être la plus grande diversion de l'histoire humaine. Un voile savamment jeté sur une réalité beaucoup plus proche, beaucoup plus sombre et infiniment plus tangible. Tandis que nos télescopes explorent les galaxies lointaines, nous oublions que nous ne connaissons que 5% de la surface des fonds marins de notre propre planète, laissant plus de 95% de notre monde dans une obscurité totale. Un territoire vierge de toute présence humaine, mais qui, selon les textes les plus anciens de la Mésopotamie, abrite le véritable trône de celui qui nous a façonnés. Les Sumériens ne parlaient pas seulement de dieux célestes, ils portaient une attention obsessionnelle à l'Abzu, ce domaine abyssal situé sous les eaux douces et salées, où Enki, le maître de la sagesse et de la manipulation génétique, aurait établi sa résidence technologique bien avant l'apparition de l'homme. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est, là où tu es. L'Abzu n'était pas un lieu métaphorique ou une simple croyance religieuse pour les prêtres des Ridus. C'était une infrastructure physique, une cité de lumière et de métal immergée dans les profondeurs, là où la pression écrasante de l'océan sert de bouclier naturel contre les regards indiscrets et les cataclysmes de la surface. Aujourd'hui, alors que les sonars de nos navires militaires et les micros sous-marins des agences de renseignement captent des bruits que la biologie marine ne peut expliquer, comme le célèbre bloop ou des signaux cadencés provenant des fosses les plus inaccessibles, nous devons nous poser la question: et si Enki n'était jamais parti ? Et si, tandis que nous attendons un retour venant des cieux, ceux qui nous observent n'avaient jamais quitté leur base sous-marine, utilisant les abysses comme un centre de contrôle silencieux d'où ils dirigent, depuis des millénaires, l'évolution de l'expérience humaine. Nous allons explorer les preuves de cette présence invisible, des anomalies magnétiques de la fosse des Mariannes aux structures impossibles englouties au large du Japon, pour comprendre que l'océan n'est pas seulement une masse d'eau, mais le toit de la plus ancienne et de la plus puissante civilisation que la Terre ait jamais portée. Le phénomène des objets volants non identifiés a capturé l'imagination du public depuis des décennies, mais une analyse rigoureuse des rapports militaires les plus crédibles révèle une tendance beaucoup plus troublante. Une immense majorité de ces engins ne sont pas observés en haute atmosphère, mais à proximité immédiate des océans, plongeant ou émergeant des eaux avec une aisance qui défie toutes nos lois de l'hydrodynamique. Ces objets sous-marins non identifiés, ou OSNI, se déplacent à des vitesses dépassant les 400 nœuds sous l'eau, là où nos meilleurs sous-marins nucléaires peinent à atteindre les 40 nœuds sans que leur coque ne soit broyée par la résistance du milieu liquide. Les textes sumériens décrivent les vaisseaux des profondeurs d'Enki comme des capsules capables de traverser les eaux aussi facilement que l'air, utilisant ce que nous appellerions aujourd'hui la supercavitation, une technologie permettant d'envelopper l'engin dans une bulle de gaz pour annuler toute friction. Cette maîtrise technologique n'est pas une simple supériorité mécanique, elle est la preuve d'une origine non humaine qui a choisi l'élément liquide comme sanctuaire. Pourquoi l'océan ? Parce qu'à plusieurs kilomètres de profondeur, la pression est telle qu'aucune arme humaine ne peut atteindre leurs installations et que la densité de l'eau permet de dissimuler des émissions énergétiques colossales qui seraient immédiatement détectées dans l'espace ou l'atmosphère. Les rapports de la marine soviétique et américaine regorgent de témoignages de sous-mariniers ayant traqué des quakers, ces objets émettant des sons de basse fréquence imitant des signatures biologiques pour tromper les sonars, mais se déplaçant avec une intelligence et une intentionnalité évidentes. Enki, dans les tablettes de l'Enuma Elish, est décrit comme celui qui connaît les profondeurs, et c'est depuis ces profondeurs que la surveillance de l'humanité s'exerce de manière ininterrompue. Ces engins ne viennent pas d'une autre planète à chaque visite, ils sortent simplement de leurs hangars abyssaux pour s'assurer que leur création reste dans les limites du plan prévu, retournant dans le silence de l'Abzu dès que leur mission est accomplie. S'il existe un lieu sur Terre qui incarne le mystère de cette présence résiduelle, c'est bien la fosse des Mariannes. Cet immense précipice de 11 km de profondeur où la lumière du soleil n'a jamais pénétré et où la pression atteint des niveaux qui rendraient n'importe quel métal conventionnel aussi malléable que de la cire.
C'est ici, dans l'endroit le plus inhospitalier de la planète pour l'homme, que les anomalies sont les plus fréquentes. Les rares expéditions ayant atteint le fond, comme celle du Challenger Deep, ont rapporté des phénomènes acoustiques étranges, des vibrations cadencées qui ne correspondent à aucune activité tectonique connue. Les textes sumériens placent l'entrée principale de l'Abzu dans un lieu où les eaux se rejoignent et où la terre s'ouvre sur le vide. Une description qui s'ajuste parfaitement aux zones de subduction volcanique des grandes fosses océaniques. Pourquoi les gouvernements investissent-ils des sommes astronomiques dans la cartographie des fonds marins tout en classifiant secret défense les données les plus précises? Parce qu'ils ont découvert que les fonds marins ne sont pas vides. Les sonars de haute résolution ont révélé à certains endroits des structures géométriques, des dômes et des complexes qui ne peuvent être le fruit de l'érosion naturelle. Ces bases, construites à partir de matériaux inconnus capables de résister à la pression abyssale, sont les avant-postes de la cité d'Enki. Les Sumériens appelaient ces lieux des portes, des points de passage où la matière et l'énergie sont manipulées pour permettre aux Anunnaki de transiter entre la Terre et leur monde. En explorant la fosse des Mariannes, nous ne cherchons pas seulement des formes de vie extrémophiles, nous sommes aux portes de la véritable capitale de la Terre, une métropole technologique qui existait bien avant que la première pierre des pyramides ne soit posée et qui continuera d'exister bien après que nos villes de surface soient retournées à la poussière. Le compte à rebours dont nous parlions dans la vidéo précédente n'est pas seulement une date dans le ciel, c'est un signal qui sera d'abord émis depuis les profondeurs de l'océan. Si la cité d'Enki est une réalité technologique protégée par l'épaisseur des océans, elle a laissé derrière elle des vestiges, des sentinelles de pierre qui défient les courants et le temps, rappelant aux rares explorateurs que la surface n'a pas toujours été le seul domaine de la civilisation. Au large de l'île de Yonaguni, au Japon, repose une structure si monumentale et si précise que la science officielle préfère l'attribuer à une érosion géologique capricieuse plutôt que d'admettre l'impossible. Imaginez des terrasses monolithiques, des angles droits parfaits, des escaliers taillés à même la roche et des canaux de drainage qui serpentent sur des dizaines de mètres, le tout submergé depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a plus de 10 000 ans. Pour les prêtres de Sumer, ces structures n'auraient été que les avant-postes, les terrasses supérieures de l'Abzu émergeant autrefois au-dessus du niveau des eaux avant que le grand déluge ne vienne sceller définitivement le domaine d'Enki sous la surface. L'analyse de ces ruines révèle une corrélation troublante avec l'architecture des ziggourats mésopotamiennes. Même obsession pour l'orientation astronomique, même utilisation de blocs de pierre dont le poids rendrait leur manipulation infernale pour des plongeurs modernes. Et surtout, cette sensation que la structure ne finit pas là où le sable commence, mais qu'elle s'enfonce bien plus profondément dans la croûte terrestre. Les textes sumériens décrivent comment Enki mesura les profondeurs et y établit son palais de cristal, un centre de commandement d'où il pouvait surveiller les courants magnétiques de la Terre. Yonaguni n'est que la partie émergée de l'iceberg. Partout où les plaques tectoniques se rejoignent, de la structure de Bimini dans les Bahamas ou cités englouties au large de l'Inde dans le golfe de Kambat, nous retrouvons la signature d'une ingénierie qui ne cherchait pas à s'adapter à la terre ferme, mais à fusionner avec le monde aquatique. Ces vestiges ne sont pas des tombes, ce sont des marqueurs géodésiques. Ils servent à stabiliser la grille énergétique de la planète, une grille que les Anunnaki utilisent pour alimenter leurs infrastructures sous-marines. En refusant de reconnaître l'artificialité de Yonaguni, l'archéologie moderne protège malgré elle le secret de l'Abzu. Car admettre que ces pyramides ont été construites par une intelligence supérieure, c'est accepter que le propriétaire de ces lieux n'est pas parti, mais qu'il a simplement déménagé plus bas, là aucune sonde, aucun sonar et aucun plongeur ne pourra jamais venir perturber le silence de ces laboratoires millénaires. Le compte à rebours de leur manifestation commence par la réactivation de ces sites. Des vibrations sonores de très basse fréquence ayant déjà été enregistrées par les sismologues à proximité de ces ruines, comme si un cœur de pierre recommençait à battre sous l'effet d'un signal venu des abysses. Pour comprendre la nature de ceux qui résident dans l'Abzu, nous devons nous pencher sur l'un des récits les plus étranges et les plus persistants de toute l'Antiquité, l'apparition des Zoans.
Selon l'historien Bérose, qui compilait les archives sacrées de Babylone, la civilisation n'a pas été inventée par les hommes, mais leur a été enseignée par des êtres sortis de la mer Érythrée. Ces créatures, décrites comme ayant le corps d'un poisson, mais possédant sous leur peau de squale une forme humaine, une voix humaine et une intelligence divine, passaient leur journée parmi les hommes pour leur apprendre l'écriture, les sciences et les lois, avant de replonger systématiquement dans les flots au coucher du soleil. Ce récit n'est pas une allégorie poétique, c'est la description précise d'une interface biologique, de ce que nous appellerions aujourd'hui des combinaisons de plongée pressurisées ou des organismes Anunnaki génétiquement modifiés pour l'environnement aquatique. Les tablettes sumériennes appellent ces êtres les Apkallu, les 7 sages envoyés par Enki depuis l'Abzu pour civiliser l'humanité. Pourquoi ces maîtres de la connaissance auraient-ils choisi de vivre dans l'eau? La réponse se trouve dans la biologie même des Anunnaki. Si ces êtres viennent d'un monde comme Nibiru, avec une atmosphère et une gravité différentes, la densité de l'eau terrestre et sa capacité à filtrer les radiations solaires pourraient constituer pour eux un environnement beaucoup plus stable et protecteur que notre atmosphère de surface. Enki n'était pas un dieu poisson par superstition, mais par nécessité technologique. Les représentations de ces êtres portant des sacs à main mystérieux et des dispositifs de type montre à leurs poignets suggèrent des équipements de régulation biologique nécessaires pour passer d'un milieu à l'autre. Le lien entre l'eau et la vie est au cœur de l'expérience Anunnaki. Ils ont utilisé l'Abzu comme un immense incubateur, un laboratoire de génétique protégé par des kilomètres de liquide. Aujourd'hui, les rapports de rencontres avec des humanoïdes aquatiques ou des êtres à la peau translucide observés par des plongeurs à grande profondeur suggèrent que la lignée des Oan n'est pas éteinte. Ils sont les gardiens de l'infrastructure sous-marine, les intermédiaires entre la conscience d'Enki et le monde de la surface. Lorsque vous voyez ces engins plonger dans l'océan sans ralentir, sachez qu'ils ne font que rentrer chez eux, dans un monde où l'eau n'est pas un obstacle, mais le conducteur d'une technologie que nous commençons à peine à entrevoir. Le sang des hommes porte encore la trace de cette hybridation originelle, une nostalgie de l'abîme qui se réveille lorsque nous contemplons l'horizon marin, sentant inconsciemment que nos véritables pères nous observent depuis le silence des profondeurs. Nous vivons dans l'illusion d'un monde sans fil, d'une communication satellite instantanée qui flotterait dans les airs. Mais la réalité de notre civilisation numérique est beaucoup plus matérielle et beaucoup plus vulnérable. 99% du trafic Internet mondial transite par des câbles de fibre optique posés au fond des océans. Ces artères de verre et d'acier courent sur des milliers de kilomètres, traversant les plaines abyssales et longeant les dorsales océaniques, là même où les textes sumériens placent les routes de l'Abzu. Pourquoi cette précision est-elle capitale? Parce qu'en installant nos infrastructures de communication dans le domaine réservé d'Enki, nous avons, sans le savoir, offert à ceux qui résident en bas un accès total à l'intégralité de notre savoir, de nos transactions et de nos secrets. Il existe des zones d'exclusion, des points morts au milieu de l'océan où les navires câbliers ont l'interdiction formelle de poser leurs lignes sous prétexte de protection de la biodiversité ou de relief sous-marin instable. En réalité, ces zones coïncident avec les pics d'activité des ovnis et les anomalies magnétiques les plus intenses. L'élite mondiale, en collaboration avec des agences comme la NSA ou le GCHQ, sait parfaitement que certaines parties de l'océan sont occupées. Ils ont installé des capteurs acoustiques ultra perfectionnés comme le réseau SOS-US, conçu à l'origine pour traquer les sous-marins soviétiques, mais qui capte aujourd'hui des bruits de moteurs et des signaux de communication qui ne proviennent d'aucune nation humaine. Le brouillage de l'abîme est une stratégie délibérée. On nous fait croire que l'océan est un désert pour que nous ne posions pas de questions sur ce qui intercepte nos données. Certains lanceurs d'alerte affirment que les Anunnaki utilisent nos propres câbles sous-marins comme des vecteurs pour injecter des fréquences de contrôle ou pour pomper l'information nécessaire à la surveillance de l'expérience humaine. Enki, le dieu des secrets, n'a plus besoin d'envoyer des Apkallu pour nous enseigner. Il lui suffit d'écouter les impulsions lumineuses qui traversent son domaine.
Le compte à rebours dont nous parlons est aussi numérique. À mesure que nous approchons du point de bascule, le signal provenant de l'Abzu devient plus fort, provoquant des bugs inexpliqués dans le réseau mondial, des pannes géantes qui ne sont en réalité que des tests de prise de contrôle de notre infrastructure par la technologie mère située en profondeur. Nous pensons être les maîtres de la technologie, mais nous n'avons fait que construire notre prison sur le toit de leur palais. Et le jour où l'Abzu décidera de se déconnecter de la surface, notre civilisation s'éteindra en une fraction de seconde, nous laissant seuls dans l'obscurité face à l'immensité d'un océan qui n'a jamais été le nôtre. Si nous nous demandons pourquoi une civilisation capable de traverser les gouffres de l'espace choisirait de s'établir dans les profondeurs écrasantes de nos océans, la réponse ne réside pas seulement dans le besoin de discrétion, mais dans une logique énergétique implacable que les Sumériens avaient déjà pressentie en nommant Enki, le seigneur de l'Abzu, le maître des eaux fertiles. Pour une technologie avancée, l'océan n'est pas une barrière, c'est une réserve de carburant inépuisable, un réacteur à ciel ouvert dont chaque molécule contient le secret de la puissance stellaire. L'eau, composée d'hydrogène et d'oxygène, est la base même de la fusion nucléaire et des systèmes de propulsion à plasma que les Anunnaki utilisent pour leurs chars de feu. En s'établissant au fond des fosses abyssales, là où la pression transforme la matière et facilite certaines réactions chimiques impossibles à la surface, ils disposent d'une source d'énergie colossale, gratuite et protégée par des kilomètres de blindage liquide. Imaginez des structures monumentales, des cathédrales de métal organique nichées au creux des dorsales océaniques, extrayant l'hydrogène directement de l'eau de mer par des processus d'électrolyse à haute pression que notre science commence à peine à théoriser. Les Sumériens décrivaient l'Abzu comme un lieu rempli de pierres brillantes et de feux qui ne s'éteignent jamais. Des descriptions qui évoquent irrésistiblement des réacteurs à fusion ou des générateurs d'énergie pure illuminant les cités abyssales. Cette autonomie énergétique totale leur permet de maintenir leur base pendant des millénaires sans jamais avoir besoin d'interagir avec les ressources de la surface. Ils ne nous volent pas notre pétrole ou notre charbon, ils puisent dans l'énergie du vide et de l'atome, cachée par l'immensité bleue. Les fluctuations magnétiques étranges enregistrées au-dessus de certains points de l'Atlantique et du Pacifique ne sont pas des caprices de la nature, mais les fuites énergétiques de ces centrales sous-marines en pleine activité, des battements de cœur technologiques qui alimentent une civilisation qui n'a jamais cessé de fonctionner sous nos pieds. Le silence des profondeurs est une illusion entretenue par notre incapacité à percevoir les fréquences les plus basses. Mais pour ceux qui disposent des instruments adéquats, l'océan est un tumulte de communication codée. En 1997, les hydrophones de l'agence américaine NOAA ont capté un son d'une puissance telle qu'il a été entendu par des capteurs séparés de plus de 5000 km. Ce son, baptisé le bloop, possédait une signature qui, selon de nombreux experts, ne pouvait être ni géologique ni produite par un animal connu, même la plus gigantesque des baleines bleues. Bien que la version officielle ait tenté de classer l'affaire comme un simple craquement de glace polaire, la structure rythmique et la puissance de l'émission suggèrent une origine bien plus troublante, un signal de communication émis depuis une structure artificielle colossale située au fond du Pacifique Sud, non loin de l'endroit où les textes anciens plaçaient autrefois des cités englouties. Ces murmures de l'abîme sont en réalité les pings d'un réseau de sonar mondial, une grille de détection utilisée par les résidents de l'Abzu pour cartographier chaque mouvement à la surface et dans l'air. Les Sumériens affirmaient qu'Enki pouvait entendre les pas des hommes sur la terre ferme depuis sa chambre secrète. Cette hypersensibilité acoustique est rendue possible par la manière dont le son voyage dans l'eau, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que dans l'air. Les bases sous-marines communiquent entre elles par des salves de fréquences de très basse fréquence qui font vibrer la croûte terrestre elle-même. Lorsque les sismologues détectent des tremblements de terre lents ou des murmures telluriques dont ils ne trouvent pas l'épicentre, ils assistent en réalité au dialogue entre les cités d'Enki. Ce n'est pas la Terre qui craque, c'est l'Abzu qui s'anime. Le compte à rebours de leur manifestation se fera d'abord par l'oreille, un son sourd, une vibration que nous ressentirons dans nos os avant même de voir quoi que ce soit briser la surface des eaux. Si ces cités existent, pourquoi nos gouvernements, dotés de flottes de sous-marins nucléaires et de satellites de surveillance thermique, ne nous disent-ils rien ?
La réponse est simple et terrifiante. Ils ont passé un pacte de non-interférence, ou plus exactement, ils ont appris à leurs dépens qu'il ne fallait pas s'approcher de certaines zones. Les marines russes et américaines possèdent des dossiers volumineux sur ce qu'ils appellent les fast movers, des objets sous-marins capables de distancer n'importe quelle torpille et de plonger à des profondeurs où nos coques de titane imploseraient comme des coquilles d'œufs. Les zones d'ombre sur les cartes de Google Earth, ces endroits où le relief sous-marin semble lissé ou censuré, ne sont pas des erreurs techniques. Ce sont les périmètres de sécurité entourant les entrées de l'Abzu. L'armée sait que l'océan appartient à quelqu'un d'autre. Les incidents impliquant des sonars de navires de guerre rendus fous par des émissions électromagnétiques provenant du fond sont fréquents, mais systématiquement classés secret défense pour éviter que le public ne comprenne que la souveraineté des nations s'arrête là où l'eau commence. Les Anunnaki de l'Abzu maintiennent une zone d'exclusion stricte. Ils ne cherchent pas le conflit, ils cherchent la tranquillité pour poursuivre leurs expériences génétiques et technologiques. Mais cette neutralité est fragile. À mesure que nous polluons les océans et que nous exploitons les ressources minières des grands fonds, nous empiétons sur leur domaine. Les tensions montent dans le silence des fosses. Les récentes disparitions de sous-marins ultramodernes, officiellement dues à des pannes techniques, sont en réalité les conséquences de tentatives d'intrusion dans des secteurs protégés par la technologie Denki. Nous jouons avec le feu au bord d'un gouffre que nous ne comprenons pas, ignorant que les gardiens de l'Abzu n'ont besoin que d'une pression sur un bouton pour déclencher des tsunamis qui effaceraient nos côtes en quelques minutes. Pourquoi une puissance capable de plier la matière et de voyager entre les mondes choisirait-elle de rester tapie dans l'obscurité glaciale des fosses océaniques plutôt que de régner ouvertement sur la surface ? La réponse se cache dans la nature même de notre relation avec les Anunnaki, une relation qui ressemble moins à celle d'un peuple avec ses dieux qu'à celle d'une expérience biologique avec ses superviseurs. Pour les résidents de l'Abzu, la surface de la Terre n'est pas un territoire à conquérir, mais un laboratoire à ciel ouvert, une immense boîte de pétri où ils observent, depuis des millénaires, les résultats de la manipulation génétique entamée à Sumer. En restant sous l'eau, ils disposent de la position d'observation parfaite. Ils sont omniprésents sans être visibles, capables d'intervenir chirurgicalement sur le cours de l'histoire sans jamais révéler leur existence au commun des mortels. L'humanité est maintenue dans une ignorance délibérée, une sorte de terrarium planétaire dont l'océan constitue la paroi infranchissable. Les textes anciens suggèrent qu'Enki considérait ces créations comme une forme de richesse, une ressource évolutive qu'il fallait protéger des interférences extérieures, y compris des autres factions Anunnaki. Depuis leurs bases abyssales, ils surveillent nos progrès technologiques, nos dérives nucléaires et la stabilité de notre atmosphère. Ils sont les gardiens silencieux d'un projet qui nous dépasse, intervenant lorsque nous risquons de briser l'équilibre précaire de la planète. Cette surveillance n'est pas bienveillante au sens humain du terme, elle est pragmatique, comme celle d'un scientifique qui veille à ce que sa culture bactérienne ne s'autodétruise pas avant la fin de l'étude. Le jour où nous comprendrons que nous sommes observés depuis le fond des mers, notre perception de la liberté et du libre arbitre s'effondrera pour laisser place à la réalité d'une espèce sous contrôle permanent. Dans ce vaste réseau de surveillance, les Anunnaki ne se contentent pas de machines et de câbles de fibre optique, ils utilisent également la biosphère marine elle-même comme une extension de leur technologie. Il existe un lien mystérieux, presque mystique, entre les grands cétacés et les résidents de l'Abzu. Les baleines et les dauphins possèdent des capacités de communication et de sonar qui surpassent de loin nos outils les plus sophistiqués, émettant des fréquences qui peuvent voyager à travers des bassins océaniques entiers. De nombreux chercheurs indépendants suggèrent que ces animaux ne sont pas seulement des habitants de l'océan, mais des biocapteurs, des intermédiaires capables de percevoir les pulsations de la cité d'Enki. Les échouages massifs et inexpliqués, ainsi que les changements soudains dans les chants des baleines enregistrés ces dernières années, pourraient être les signes d'une réaction biologique à une augmentation de l'activité technologique dans les abysses.
Ces animaux réagissent à un changement de fréquence, à un signal de réveil émis depuis l'Abzu qui commence à impacter la conscience collective de toutes les espèces vivantes, y compris la nôtre. Comme nous l'avons vu, l'ADN humain possède des segments dormants conçus pour réagir à certaines résonances. Enki, le maître du sang et de l'eau, utilise l'océan comme un immense amplificateur pour diffuser ces ondes de réveil. On observe une montée de l'intuition et des capacités psychiques chez de nombreux individus vivant près des côtes, comme si la proximité de l'élément liquide facilitait le téléchargement de données provenant des profondeurs. Le signal ne vient pas du ciel, il monte des abysses, traversant la roche et l'eau pour venir frapper notre cerveau limbique. L'océan est en train de devenir le vecteur d'une mutation globale, une mise à jour de conscience orchestrée par ceux qui nous ont créés dans le limon de l'Euphrate et qui continuent de nous façonner depuis le silence bleu de leur palais immergé. Nous voici arrivés au fond du gouffre, là où la lumière s'éteint et où la vérité commence. Tout au long de cette enquête, nous avons vu comment les textes sumériens, loin d'être des mythes, décrivent une réalité physique, technologique et biologique qui défie notre compréhension moderne de l'histoire. L'Abzu n'est pas une légende, c'est une capitale technologique qui n'a jamais cessé de fonctionner. Enki n'est pas un dieu disparu, il est le résident permanent de notre propre monde, caché derrière le plus efficace des rideaux, l'océan. Nous avons passé des siècles à chercher des preuves de vie extraterrestre dans le vide spatial, ignorant que le véritable contact a déjà eu lieu et qu'il se poursuit chaque jour à quelques kilomètres sous la surface de nos mers. L'humanité est à un tournant. Le compte à rebours dont nous parlions dans les épisodes précédents arrive à son terme, et ce n'est pas seulement dans le ciel que les signes se manifestent, mais dans le soulèvement des eaux, dans les murmures de la fosse des Mariannes et dans l'agitation des profondeurs. Les Anunnaki ne reviennent pas, car ils ne sont jamais partis. Ils attendent simplement que nous soyons prêts à regarder dans le miroir de l'eau pour y découvrir notre propre reflet hybride. Nous sommes les enfants de l'Abzu, des créatures de la terre façonnées par les maîtres de l'abîme. La prochaine fois que vous contemplerez l'immensité de l'océan, ne voyez pas seulement une masse d'eau, mais le toit d'une cité interdite, le sanctuaire de vos créateurs, et peut-être le lieu où se décidera le sort final de notre espèce. La vérité ne tombera pas des étoiles, elle remontera des profondeurs, car c'est de l'abîme que nous sommes venus, et c'est vers l'abîme que notre destin nous ramènera. L'histoire est sur le point de boucler son cycle, et le silence des profondeurs est sur le point de se briser.